Merci beaucoup à tous les quatre pour cet échange passionnant. Avant la prochaine séquence, on continue d'écouter la nouvelle génération, les jeunes, très préoccupés par les enjeux sociaux et environnementaux. Pour la planète, j'attends d'une entreprise qu'elle aille au-delà de l'annonce d'un objectif et qu'elle ait défini un plan d'action qui cible ses principales sources d'impact, qu'elle a mesuré au préalable et qu'elle se donne les moyens d'accomplir ce plan d'action, donc des moyens financiers et des moyens de ressources humaines. J'attends également d'une entreprise qu'elle soit prête au modèle de changement d'affaires qui arrive et à tous les changements que ça implique opérationnellement, que ce soit pas simplement un POC, mais que ce soit une véritable mise à l'échelle. Aujourd'hui, le greenwashing est beaucoup trop présent dans le discours d'entreprise. Cela va freiner leur transition environnementale et nuire à leur crédibilité. En tant que futurs diplômés, nous nous engageons à ne rejoindre que des entreprises transparentes qui vont nous donner des indicateurs clés sur leur engagement. J'attends des entreprises de 2021 qu'elles communiquent auprès des consommateurs et des salariés quant aux répercussions de leur activité sur le changement climatique. Ce rapport de confiance est aujourd'hui primordial pour élaborer collectivement une transition écologique et solidaire. Et ce sont maintenant les dirigeants d'Engie qui vont s'exprimer. Jean-Sébastien Blanc, directeur général adjoint en charge des ressources humaines, Julia Maris, directrice de la RSE, interviewée par Charles-Henri Besser-Desor et Guillaume Pernoud. Voilà, rendez-vous pour s'intéresser maintenant à un acteur majeur de l'énergie dans le monde et aussi un leader dans les énergies renouvelables avec Engie. Merci de votre présence. Avec vous, Julia Maris, qui dirigeait la responsabilité sociale et environnementale. Bonjour. Et vous, Jean-Sébastien Blanc, qui êtes directeur général adjoint en charge des ressources humaines. Bonjour. Alors, on peut peut-être commencer par fixer le cadre, si vous le voulez bien, Jean-Sébastien Blanc. Quelles sont alors les grandes transformations, notamment issus de la société, qui impactent aujourd'hui un acteur comme Engie? Écoutez, on va faire le lien avec les deux séquences que nous venons de vivre ensemble et qui étaient passionnantes, Orange et Stellantis. Orange nous a beaucoup parlé du digital et Stellantis nous a beaucoup parlé de l'impact des enjeux de mobilité. Et nous, Engie, nous sommes un acteur clé dans le domaine de l'énergie. Ce qui nous impacte énormément, c'est l'enjeu du réchauffement climatique et de la neutralité carbone. Pourquoi ? Parce que nous sommes un des leaders mondiaux de la production d'énergie. Une bonne partie de nos énergies sont produites aujourd'hui à base des énergies fossiles, notamment le gaz, notamment le charbon, et que nous avons pris un engagement très fort dont vous parlera Julia, qui est la neutralité carbone en 2045. Et donc il faut qu'on accompagne la transformation de notre business model, mais également la transformation de l'adhésion de nos collaborateurs et de leurs compétences pour atteindre ce challenge-là. Et c'est quelque chose qui génère énormément de risques, mais énormément d'opportunités, parce que nous avons finalement trois atouts fondamentaux. Nous avons une raison d'être qui est alignée avec cet enjeu planétaire. Nous avons des équipes et des compétences uniques au monde pour accompagner la transition énergétique. Et nous avons des perspectives de marché et de business énormes. Alors précisément, Julia, dans ce contexte de transformation, c'est quand même ambitieux, 2045, neutralité carbone. Quels sont les principaux défis business à relever dès aujourd'hui pour arriver à cet objectif? Oui, vous avez raison, c'est une énorme ambition et c'est une feuille de route dont nous sommes très fiers au sein du groupe. Alors les enjeux business et les défis à relever sont énormes. Je vais en lister quelques-uns et ce que j'espère, c'est vraiment de vous transmettre le fait que c'est très concret. Prendre un engagement net zéro carbone, comme l'a dit Jean-Sébastien, en 2045, ça passe par un plan d'action détaillé, monitoré, suivi et qui aligne toute l'organisation. Le premier point, c'est qu'on ne sera net zéro carbone qu'en assumant de sortir du charbon. Ça veut dire qu'on a pris des engagements très forts. En 2025, nous sortons du charbon en Europe et en 2027 dans le monde entier. Ce sont des échéances très courtes. Deuxième axe d'effort majeur pour le groupe, l'investissement massif dans les énergies renouvelables. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on a un peu plus de 30 gigawatts de capacité renouvelable.
Alors ça parle peut-être pas à tout le monde le gigawatt, donc pour donner un élément de comparaison, un réacteur nucléaire en France, c'est entre 0,9 et 1,4 gigawatts de capacité. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 30 gigawatts de capacité renouvelable. En 2025, notre objectif est d'être à 50 gigawatts et en 2030 à 80 gigawatts. C'est colossal. Sur une production globale de combien de gigawatts? Aujourd'hui, notre capacité est à 100 gigawatts. Aujourd'hui, on est à peu près à 30% de capacité renouvelable. Et notre objectif, c'est en 2030 d'être à 58%. Donc c'est massif. Ça ne se fait pas tout seul, c'est très concret, il faut de l'argent. Le groupe a décidé de consacrer 40% de ses investissements de croissance entre 2021 et 2023 aux énergies renouvelables. On parle de 6 à 7 milliards d'euros consacrés à cette évolution structurelle de notre modèle business. Donc ça, c'est vraiment les sujets clés. Puis il y a également le sujet de l'hydrogène, qui est évidemment la technologie d'avenir dont on parle tous. Donc là aussi, on est très investi sur l'hydrogène, avec des milestones qui prennent en compte aussi l'enjeu de la maturité de cette technologie et des engagements très concrets, 700 km de réseau en 2030 sur l'hydrogène et des grosses capacités également en termes d'investissement sur les électrolyseurs. Merci Julia. En fait, plusieurs entreprises lors de l'étude nous ont parlé des enjeux de l'hydrogène. Alors, Jean-Sébastien, toutes ces transformations qui sont à venir, et certaines sont quand même douloureuses, parce qu'il va y avoir évidemment l'abandon du charbon. Comment ça se passe sur le plan du dialogue social et du dialogue interne? Quelles sont les actions que vous mettez en œuvre? En fait, chez Engie, on s'appuie sur un de nos... Je vais reprendre la phrase de Catherine MacGregor. Le dialogue social chez Engie est un avantage compétitif. Donc, nous avons de tout temps eu des éléments de dialogue au niveau européen, au niveau des différents pays, pour anticiper, préparer, comprendre, associer. Et nous allons signer en janvier un accord mondial avec les fédérations syndicales internationales pour mettre en place aussi une instance de dialogue au niveau mondial. Donc ce sera une première chez Engie, de façon à compléter ces éléments de dialogue social. Donc le premier point, c'est le dialogue social, anticiper, associer, comprendre. Le deuxième point, c'est d'arriver à fédérer les énergies de tous les collaboratrices et tous les collaborateurs et les mettre partie prenante de cette transition écologique. Et donc, nous avons un plan d'action, parce que dans la neutralité carbone dont parlait Julia, il y a la neutralité carbone en interne liée à nos propres opérations, mais aussi liée au comportement des collaborateurs. Donc ça comprend l'immobilier, ça comprend les déplacements professionnels, ça comprend les déplacements domicile-travail, ça comprend aussi la neutralité numérique. Hein, et donc c'est tout un travail sur la sobriété, sur les changements de comportement. Ça a peu d'impact au final sur les émissions de CO2, mais ça a un grand impact sur la compréhension et l'adhésion. Et donc nous avons une université interne, nous avons des parcours de formation par rapport, donc on a une Sustainability Academy qui est extrêmement importante, et donc nous associons les collaboratrices et les collaborateurs par des parcours de formation soit globaux de compréhension, soit plus précisément par rapport à leur métier. Merci. Julia Maris, on comprend effectivement que vous avez une accélération qui est rapide, qui est profonde. On imagine que votre écosystème évolue aussi, c'est-à-dire que probablement que les partenaires externes, les parties prenantes sont différentes de ce qu'elles ont pu être dans le passé. Comment est-ce que vous faites évoluer ce dialogue avec ces parties prenantes et peut-être ces nouvelles parties prenantes? Oui, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a à la fois des nouvelles parties prenantes, mais il y a surtout un nouveau niveau d'exigence des parties prenantes. Le secteur se professionnalise et je crois que les dernières conclusions du GIEC sur le réchauffement climatique, lors du dernier rapport paru l'été dernier, a tiré une sorte de sonnette d'alarme collective et a montré la nécessité d'accélérer les plans de mobilisation pour réduire le réchauffement climatique. Donc les parties prenantes avec lesquelles nous interagissons depuis des années maintenant accroissent leur niveau d'exigence. De quelles parties prenantes parlons-nous? Les investisseurs d'abord, évidemment. Je pense que je peux dire qu'il n'y a pas une seule réunion avec nos investisseurs où ces questions de responsabilité sociétale et environnementale ne sont pas adressées. C'est systématique désormais et je crois que c'est consubstantiel de la reconnaissance de la valeur d'une entreprise aujourd'hui. Les deuxièmes types de parties prenantes qu'on adresse, vous l'avez esquissé dans votre question à Jean-Sébastien, ce sont celles qui sont liées aux territoires sur lesquels nous agissons et qui sont directement impactées par l'évolution de nos opérations. Il est évident que quand nous fermons une centrale au charbon, sur un territoire donné, la conséquence économique et sociale sur le territoire
sur les travailleurs, mais également sur tout l'écosystème économique où cette centrale est implantée, est majeur. C'est ce qu'on appelle la notion de transition juste. Comment dialoguons-nous le plus en amont possible, aussi bien avec les décideurs locaux, mais aussi avec parfois des associations préoccupées des sujets de biodiversité ou autres, pour mettre en place des plans d'action le plus en amont possible, pour aller, je dirais même au-delà du concept d'acceptabilité et d'arriver à une vraie appropriation de nos projets de transformation par les parties prenantes sur lesquelles nous agissons. Et je rejoins ce que disait Jean-Sébastien, ça passe par un vrai changement de compétences et de savoir-être aussi dans nos équipes. Et de culture, on imagine? Absolument. C'est très profond comme évolution. Et ça doit se faire rapidement. Le plus vite possible. C'est là le défi. Alors, Jean-Sébastien, tout ça, ça interpelle la question qu'on a posée dans cette étude, qui sont les compétences transversales clés. Alors là, j'ai une question simple, sur l'aspect plutôt soft skills. Quelles sont les compétences transversales qui sont absolument nécessaires dans les années à venir à développer chez les collaborateurs? Et pour Julia, je compléterai par une question sur les, on va dire, hard skills pour faire. Donc, Jean-Sébastien d'abord. Sur les soft skills, on va poursuivre la conversation et l'exemple que donnait Julia. On le vit bien, nous, en tant que citoyens. On comprend très bien qu'il va falloir avoir de l'énergie qui soit la plus décarbonée possible, mais dans le même temps, quand on veut mettre une éolienne dans mon jardin ou des panneaux solaires sur le champ du voisin, eh bien, ça me pose un problème. Hein. Ce not in my backyard, c'est un principe humain. Dans le même temps, l'enjeu des énergies renouvelables, ça va supposer qu'on en investisse et qu'on en déploie 2 à 3 fois plus que ce qui existe aujourd'hui dans notre territoire. Donc on voit qu'on a ce sujet de contradiction entre un objectif que tout le monde partage, mais une façon d'y arriver qui est compliquée. Et on le voit, on a inauguré récemment la plus grande ferme solaire à Marcoussis, en région parisienne. L'acceptabilité a été bonne parce que, on a réinvesti une friche industrielle, donc un territoire qui était déjà dégradé, et on a eu un travail en amont extrêmement important sur la faune et sur la flore, et notamment la protection des espèces en voie de disparition. Donc la réponse à ce sujet va passer par la compréhension de la biodiversité locale. D'où la question qui est, ce sujet-là est éventuellement et essentiellement un sujet très 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 local. La réponse est différente à Bordeaux, de Varsovie, de Sao Paulo. Et donc, pour revenir à ta question, ça veut dire que nos sujets sont des sujets de soft skills, qui sont des sujets d'agilité, sont des sujets de capacité de compréhension d'enjeux contradictoires, des capacités de collaboration. Donc on est beaucoup sur à la fois une compréhension globale, mais une capacité à agir localement et à agir dans le contexte de la culture. Alors ça, c'est vrai quand on parle de renouvelables, mais globalement, on a aussi une grosse partie de notre business qui consiste à accompagner les entreprises dans la transition énergétique. Donc, et ça, je fais de la publicité et de la promotion. Hein. D'abord, il faut que vous passiez vos comptes. Ah, on n'a plus de son. Il faut... Au moment, c'est bon. Voilà. Il faut que vous passiez vos contrats d'énergie chez Engie. C'était pas du tout voulu. Parce qu'en achetant votre électricité chez Engie, vous avez la possibilité de vous garantir que vous avez une énergie verte. Donc la première chose à faire, c'est n'hésitez pas, vous faites ça en ligne, c'est extrêmement facile. Et la deuxième chose, en tant qu'entreprise, nous accompagnons énormément de business dans leur façon d'être aussi en neutralité carbone. On vient de signer un partenariat avec un des leaders du fret maritime, CMA-CGM, pour les aider à passer leur flotte au gaz non fossile. On a un partenariat avec Forestia, on parlait de l'automobile Forestia. Nous les aidons à transformer l'ensemble de leurs usines pour aller vers la consommation, une consommation réduite et l'énergie verte. Ça, c'est des compétences métiers qui sont très très différentes dans la capacité à travailler sur la complexité et les projets. Donc les dernières compétences sont effectivement un peu plus métier, mais quand même sur la partie soft skills, c'est les enjeux de collaboration. C'est les enjeux de collaboration, d'intégration de la complexité, de compréhension que les sujets maintenant ne sont plus que des sujets techniques. À la limite, la réponse technologique, elle est simple, l'exécution de la réponse technologique et son acceptabilité, elle est complexe. Comme souvent. Donc un rôle d'éducation, en fait, finalement. Hein. C'est vraiment ça. Julia, sur une partie plus hard skills, je pense par exemple à la maîtrise de la data, parce qu'évidemment, on a dit tout à l'heure que l'IT for Green, ça aide à résoudre des problèmes de green. Donc, est-ce qu'il y a un peu de ça? Il y a d'autres hard skills? Il y a beaucoup de ça. Et moi, mon message, c'est que je pense que la RSE n'est plus du tout un sujet de soft skills uniquement. On a tendance à avoir une approche un peu binaire. Hein. Il y a les sciences dures et il y a les sciences molles. Moi, ce que je constate au quotidien, c'est que ça n'avance pas si on oppose ces deux mondes
Et ma conviction, c'est qu'on réussit réellement une transformation vers la sobriété et la performance énergétique qu'en mettant vraiment des hard skills au cœur de la machine. Quand on modifie une turbine sur une de nos centrales à gaz pour en améliorer l'efficacité énergétique et en réduire le niveau d'émission, on a besoin de compétences d'ingénieurs, mais on a aussi besoin de compétences d'environnementalistes, de spécialistes du CO2. Le choix qu'on fait chez Engie, c'est un choix, je crois, assez novateur. On a décidé d'aligner complètement notre méthode, vous parliez des données, notre méthode de suivi de nos émissions de CO2 sur notre méthode de suivi et de pilotage financier. C'est une démarche majeure. Toute la finance, c'est quand même souvent la colonne vertébrale de la structuration du fonctionnement d'une entreprise. De la même manière qu'on a un plan moyen terme à 3 ans sur nos grandes tendances de performance économique, nous avons un plan à 3 ans sur nos émissions de CO2. On le déduit en des budgets annuels. Chaque business unit reçoit son budget annuel, le pilote et est comptable dans le cadre des réunions trimestrielles de performance. Donc on a vraiment décidé de basculer d'une période, je pense, révolue, où la RSE était pilotée dans toutes les entreprises de manière plus générique, générale, vers une appropriation sur le terrain. Donc je crois que l'avenir, c'est vraiment un binôme de compétences technico-environnementalistes, en quelque sorte, et ces deux mondes doivent se parler de plus en plus. Oui, et on le comprend bien, parce que c'est votre business model, votre nouveau business model. Absolument. Alors, on comprend qu'il faut imprégner, c'est ça, les métiers de cette dimension RSE, au-delà de leur métier historique, leurs compétences habituelles. Oui, tout à fait. Je laisserai Jean-Sébastien compléter, mais je crois que la RSE, on la retrouve dans énormément de filières et de compétences. Les juristes sur les enjeux éthiques, de gouvernance, nos acheteurs, c'est majeur aujourd'hui dans le référencement de nos fournisseurs. Les financiers, j'en ai parlé. Aujourd'hui, on pilote des budgets carbone comme on pilote un budget financier, mais également les sujets de communication ou de ressources humaines, où évidemment le suivi de notre responsabilité en termes social, de relations avec nos salariés, est dimensionnante. Et la RSE, ce sont tous ces aspects-là. Donc en effet, ça irrigue vraiment toutes les filières d'une entreprise. Merci. Alors, on comprend qu'il faut changer la culture, il faut faire de la pédagogie, de l'éducation, il faut travailler sur les hard skills. Comment est-ce qu'on fait alors pour relever ce défi des compétences d'avenir, Jean-Sébastien Blanc, notamment à travers une université d'entreprise qui fonctionne très bien chez Engie? Oui, et d'ailleurs, le Covid nous a permis de relever un nouveau défi, qui est d'arriver à faire des événements de formation en digital, en numérique. Et on a même presque plus investi dans la formation dans l'année Covid que dans les autres années, parce qu'on a transformé nos programmes et nos événements et nos campus d'une façon différente, avec énormément d'impact, et les collaboratrices et les collaborateurs nous ont été reconnaissants. Non, il y a le levier de la formation, mais il y a énormément la façon dont on engage le management pour accompagner les collaboratrices et les collaborateurs. Et on le mesure, on a une enquête annuelle qui s'appelle Engie & Me. On a plus de 65 000 collaborateurs qui y répondent, qui nous font 115 000 commentaires ou suggestions. Et chaque manager a la granularité pour voir et pour piloter des plans d'action. Et un des sujets, c'est le développement durable. Un des sujets, c'est l'adhésion à la stratégie de l'entreprise. C'est ce qui nous permet d'avoir cette cohérence globale pour engager nos collaborateurs. Donc c'est du pilotage finalement à partir des informations que vous collectez directement auprès des collaborateurs qui sont formés, qui suivent vos programmes. Ce qui était très intéressant avec les autres témoignages, c'est à chaque fois on regarde, chaque entreprise cherche à avoir sa cohérence. Et nous, on a notre cohérence entre notre raison d'être, nos compétences et l'engagement de toutes et tous dans cet enjeu planétaire du réchauffement climatique. Merci. Bien, le merci. mot de la fin peut-être? Non, juste merci. Je trouve extraordinaire d'afficher un objectif aussi ambitieux de 2045, zéro carbone, c'est décarbonation, c'est extraordinaire, compte tenu de votre historique dans le charbon. Merci beaucoup, merci Merci. à Engie. Merci à vous.